24 ans après la réforme de la santé en prison, il apparaît que de nombreux dysfonctionnements, parfois très graves, persistent ou se sont intensifiés. À cela s'ajoute l'accroissement continu de la population incarcérée. Si le récent mouvement des personnels de surveillance des prisons a fait connaître au grand public leur situation particulière, elles et ils ne sont pas les seuls à alerter sur la profonde dégradation des conditions de vie en prison et notamment sur la question de la santé. Je ne vous parle pas là seulement de l'hygiène impossible avec les douches hebdomadaires, les invasions de nuisibles, rats, puces, poux, punaises ou de la vétusté du bâti qui a conduit à ce que plusieurs plaintes soient déposées contre la France pour traitement dégradant jusqu'à la haute cour de justice. Je vous parle ici de la santé physiologique où le ou la surveillante et les antalgiques remplacent souvent des personnels spécialisés qui croulent sous le nombre de patients et de patientes et de pathologies, menant une médecine d'urgence dans des conditions d'exercice insupportables. Je vous parle de la santé mentale, quasiment absente des programmes de formation des surveillants et surveillantes. Jugez-en, 6 heures sur l'ensemble du cursus. Des agents et agentes démunis, alors qu'en première ligne, des accès de démence qui sont autant d'insécurité et cause de tant d'agressions entre détenus et en direction des personnels. Un rapide rappel des chiffres qui sont parlants. 20% des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques. 8 hommes détenus sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique. Je parle enfin de l'absence de protocole sur la lutte contre la dite radicalisation carcérale, alors que vous apprêtez à ouvrir 1500 places étanches à l'intention de ces détenus. Alors que les binômes éducateurs-agents de probation intervenant au sein des quartiers d'évaluation de la radicalisation n'ont à ce jour aucune formation psychologique ou clinique et interviennent trop souvent sans concertation avec les équipes médicales. Je voudrais aujourd'hui porter ici la voix de tous ces personnels qui portent une mission indispensable de service public parmi les plus difficiles et les moins gratifiantes. Et je veux également réaffirmer la dignité à laquelle chaque citoyen et citoyenne a droit au sein de la République, y compris quand ils sont en détention. Ma question sera donc simple. Que comptez-vous faire concrètement, Madame la Ministre, pour mettre un terme à cette déshérence sanitaire qui règne au sein de nos prisons et répondre à cette question urgente de la santé dans nos établissements carcérales? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député. Madame la députée Obono, vous soulevez vraiment une question sur laquelle j'attache la plus grande importance. Depuis la loi du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des personnes incarcérées est assurée par le service public hospitalier. Il existe de réels besoins en ce domaine, je m'en aperçois tout à fait régulièrement lorsque je me rends dans les établissements pénitentiaires. La population qui est en effet accueillie en milieu carcéral cumule des besoins de santé très importants, liés à la fois à ses caractéristiques sociodémographiques, mais aussi à des prévalences élevées en matière psychiatrique et en matière d'addiction. Des initiatives ont pour cela été prises par le ministère de la Justice pour soutenir le recueil de données à l'entrée en détention par l'intermédiaire des observatoires régionaux de santé. Le ministère de la Justice s'est également investi dans la stratégie nationale de santé 2018-2022 pour prendre en compte les besoins des détenus. Plusieurs mesures ont été adoptées au bénéfice des personnes placées sous main de justice. D'abord, il y a une enquête de prévalence des différents troubles mentaux qui doit être réalisée en population générale, mais avec un volet détention. Et afin d'évaluer notamment le nombre de personnes présentant des troubles de santé mentale à leur entrée en détention, afin de généraliser le recueil de ces données au niveau régional par l'intermédiaire donc des observatoires de santé dont je parlais tout à l'heure. Avec ma collègue Agnès Buzyn, nous allons également déployer des modalités supplémentaires de prise en charge des détenus en fragilité psychologique. Nous souhaitons également renforcer la continuité de la prise en charge à la sortie par 3 mesures. D'abord, le renforcement du lien avec les secteurs de psychiatrie et la médecine de ville, en particulier avec les centres médico-psychologiques. Ensuite, nous souhaitons développer le recours aux mesures d'aménagement de peine pour raisons médicales, aujourd'hui sous-utilisées. La direction de l'administration pénitentiaire a piloté l'élaboration d'un guide méthodologique à destination des professionnels relatif aux aménagements de peine et à la mise en liberté pour raisons médicales, coélaboré avec la direction des affaires criminelles et des grâces de mon ministère et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que le ministère des Solidarités et de la Santé.
Enfin, troisième mesure, nous souhaitons développer l'accès à l'hébergement et au logement des personnes atteintes d'une pathologie mentale par une meilleure coordination avec les acteurs du logement. Je pense ici aux services intégrés d'accueil et d'orientation, aux directions départementales de la cohésion sociale et aux partenaires associatifs qui nous appuient dans l'élaboration de ce dispositif en sortie de détention. Votre commission des lois a examiné cette question, comme vous le savez. Je remercie particulièrement le député Stéphane Mazard de la qualité des travaux qui ont été menés dans ce cadre. Je suis sûre d'ailleurs que nous aurons un débat à ce sujet lors de l'examen du projet de loi de programmation.